Le secrétaire général de l'ONU et le président ivoirien discutent des progrès réalisés depuis la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. C'est en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Bientôt, le président Alassane Ouattara à Bouaké, avant cette visite d'État tenue d'une réunion des membres du gouvernement à la primature pour préparer cette tournée du chef de l'État dans la région du Bouaké. Assises des universités de la citoyenneté et de la bonne gouvernance, des experts réunis à l'ISTC débattent en ce moment de divers sujets. Hier, la rencontre a porté sur la gouvernance démocratique. Bienvenue à tous dans votre édition en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président Alassane Ouattara a échangé hier à New York avec Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations unies. Le secrétaire général de l'ONU et le président ivoirien ont discuté des progrès réalisés depuis la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Awa Touré, envoyé spécial à New York. Le président de la République, Alassane Ouattara, et le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, se sont penchés au cours de cet entretien sur des sujets à l'agenda de la 68e session de l'Assemblée générale de l'ONU, notamment les questions liées à la paix et à la sécurité internationale et le programme de développement post-2015. Le chef de l'État, président de la CEDEAO, a aussi abordé avec Ban Ki-moon les derniers développements de l'actualité dans la sous-région ouest-africaine. Oui, nous avons fait un grand tour d'horizon sur la situation dans notre pays. Lui-même reconnaît que la situation est bonne, elle s'est normalisée et les choses se déroulent bien dans le domaine de l'économie, de la sécurité, des droits de l'homme, et également donc de la stabilisation globale. Il nous a dit que la Côte d'Ivoire était un pays modèle en matière de sécurisation et de stabilisation, donc nous en sommes très fiers. Nous avons en tant que président de la CEDEAO évoqué le Mali, la Guinée-Bissau, mais également donc les prochaines élections en Guinée, Conakry, et nous avons parlé de la Centrafrique également, puisque nous assumons actuellement la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. J'ai beaucoup insisté sur la nécessité pour les Nations unies de nous apporter leur soutien pour l'organisation des élections en Guinée-Bissau. Les élections sont prévues pour le 24 novembre. Nous avons demandé que le PNUD procède à une simplification des procédures pour permettre de tenir la date et aussi que les Nations unies viennent en soutien aux pays de la CEDEAO qui ont accepté d'apporter des contributions volontaires pour le financement de ces élections. Ce message a été bien reçu par le secrétaire général de l'ONU. Le président de la République, Alassane Ouattara, a par ailleurs salué le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, pour son engagement aux côtés de la Côte d'Ivoire dans le processus de paix, de sécurisation et de réconciliation nationale. Et sur place à New York, le président Alassane Ouattara a échangé également avec le directeur exécutif de l'ONG Human Rights Watch au cours de cette rencontre. Les questions liées à la justice en Côte d'Ivoire et à la réconciliation ont été abordées. Le directeur exécutif de l'ONG de défense des droits de l'homme a indiqué que le chef de l'État l'a assuré de sa volonté de faire en sorte qu'il n'y ait aucun cas d'impunité en Côte d'Ivoire. Le 25 novembre prochain, le président Alassane Ouattara se rendra dans la région du Bouaké. Avant cette visite, le Premier ministre a échangé hier avec quelques membres du gouvernement pour faire le point des préparatifs. Chantal Akandan pour plus de détails. Le groupe marocain Attijari, depuis 2009, a pris le contrôle de la CIB, Société ivoirienne de banque en Côte d'Ivoire. C'est ce groupe qui est venu rencontrer le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan ce lundi pour présenter au chef du gouvernement son expertise dans divers domaines d'activité.
Le directeur général de la CIB conduisait la délégation du groupe Attijari. Le groupe Attijari, c'est un groupe qui a plusieurs compétences, aussi bien dans l'assurance, dans le leasing, dans la banque d'affaires et dans d'autres choses. Et donc le groupe est prêt à apporter son expertise à la Côte d'Ivoire. Nous sommes aussi venus présenter une partie donc, du groupe, c'est-à-dire la banque d'affaires, au Premier ministre pour voir dans quelle mesure nous pouvons aussi accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans la phase de développement qui est en cours. Après le groupe Attijari, le Premier ministre a reçu le vice-président des opérations de la Banque islamique de développement. Cette banque arabe est venue faire le point de ses activités au Premier ministre. Nous sommes venus faire le point de la coopération de notre institution, de votre institution qui appartient à la Côte d'Ivoire, avec la Côte d'Ivoire et surtout pour faire un suivi des engagements de la BID, du groupe de la BID vis-à-vis de la Côte d'Ivoire à l'occasion de la réunion de Paris l'année dernière. Et nous sommes très heureux de constater qu'il y a une dynamique gouvernementale pour le suivi de ces investissements-là. Et nous sommes aussi venus réitérer les engagements de la BID à soutenir le programme de développement économique de la Côte d'Ivoire dans le domaine des infrastructures, dans le domaine social, dans tout le grand chantier qui est en train d'être déroulé devant nos yeux et dont nous sommes vraiment fiers de participer à la réalisation. Voilà, c'était plutôt les audiences que le Premier ministre a accordées hier. Nous allons maintenant passer aux préparatifs de la visite du président dans la région du Béké. La date est connue. Du 25 novembre au 1er décembre prochain, le président de la République, Alassane Ouattara, effectuera une visite d'État dans les régions du Béké et du Bélier. Avant cette visite d'État, les membres du gouvernement se sont rencontrés à la primature pour faire le point des préparatifs. Le président de la République a confirmé, lors de la dernière rencontre qu'il a eue avec les membres du gouvernement, qu'il ferait donc cette visite. Il fallait bien sûr aussi la base de ces instructions que nous travaillons, pour voir un peu le contenu, le programme, que nous puissions voir ensemble en quoi va consister cette visite d'État qui est importante. Et disons que voir un peu le coût de cette visite. Nous sommes heureux de cette rencontre parce que les choses se préparent bien. Et disons que les populations déjà sur le terrain commencent déjà à s'engager pour faire de cela une grande réussite, la visite du président de la République. Il reviendra au ministre d'État, Ahmed Bakayoko, de présider les prochaines réunions du comité d'organisation sur les préparatifs de cette visite d'État. La route de Boundiali-Odiéné sera bitumée, tout comme sera remis à niveau le centre de formation professionnelle d'Odiéné. Pour tous ces projets, la Banque islamique de développement est prête à débourser 82 milliards de francs CFA. Alors, signature de convention de prêt entre la Banque islamique et l'État ivoirien. Adama Kone. Signature et chaude poignée de main agrémentée de sourires entre le ministre en charge de l'économie et des finances, Niali Kaba, et le vice-président de la Banque islamique de développement, BID Boubacar Sidibé. La BID consent à débloquer 82 milliards de francs CFA en faveur de la Côte d'Ivoire. Première affectation, la construction de 2 sections de route, Boundiali-Odiéné et Bolona-Tengrela, frontière du Mali. Longueur totale 175 km. Ce programme renforcera la politique d'aménagement du territoire en stimulant les complémentarités économiques par les échanges transversaux entre différentes régions concernées de l'intérieur et participera à l'essor économique national. Il faut dire également que c'est un projet intégrateur parce que c'est un projet frontalier, c'est une route frontalière qui va donc permettre de faire la liaison entre notre pays et le Mali, qui va ainsi contribuer à rendre notre pays plus compétitif en matière donc de transport de tout ce qui est marchandises en transit à partir des ports d'Abidjan et de San Pedro. La deuxième partie de l'argent servira à la reconstruction des 21 bâtiments du lycée professionnel d'Odiéné, à la mise à niveau des documents et matériels didactiques et au renforcement des capacités des enseignants. Et ce n'est pas tout. Dans le cadre du programme 2014, nous avons entendu que la banque va coordonner les bailleurs de fonds du groupe de coordination arabe pour pouvoir accompagner notre pays.
Si le concours de la BID s'élève depuis ce lundi à 266,5 milliards de francs CFA, il faut rappeler que l'institution s'est engagée à hauteur de 500 milliards dans le financement du PND lors du groupe consultatif en décembre 2012 à Paris. Les premières assises des universités de la citoyenneté de la bonne gouvernance se sont ouvertes hier à l'Institut des sciences et techniques de la communication autour du thème « Pour une gouvernance démocratique et une citoyenneté responsable ». Durant 5 jours, des experts débattront des sujets de société. Le compte-rendu d'Abou Sanogo. Le groupe marocain Attijari, depuis 2009, a pris le contrôle de la CIB, Société ivoirienne de banque en Côte d'Ivoire. Nous allons revenir encore sur les premières assises des universités de la citoyenneté et de la bonne gouvernance qui se sont ouvertes hier avec Abou Sanogo. C'est la délégation du groupe Attijari. Le groupe Attijari, c'est un groupe qui a plusieurs compétences, aussi bien dans l'assurance, dans le leasing, dans la banque d'affaires. Quelques petits soucis encore, quelques petits soucis techniques. Nous allons essayer de poursuivre ce journal avec les rendez-vous du gouvernement. Invité le ministre de la Santé, Raymond Goudou Kofi, qui a fait le point de la situation sanitaire en Côte d'Ivoire. L'année 2013 a été décrétée année de la santé. Victorine Yaoyoboué. Décrété 2013 année de la santé, cela voulait dire pour le gouvernement remettre à niveau le système sanitaire ivoirien. Le but, offrir des soins de qualité et à moindre coût aux populations. À 3 mois de la fin de 2013, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida dresse le bilan. Raymond Goudou Kofi note quelques avancées, parmi elles la réforme de la pharmacie de la santé publique pour une plus grande disponibilité des médicaments, la réhabilitation et le rééquipement de certains hôpitaux, le réarmement moral du personnel soignant et la gratuité ciblée. Pour l'année 2013, ce sont 19 milliards qui ont été inscrits au budget national pour la gratuité ciblée. Le montant de la gratuité généralisée a été de 33 milliards, soit un montant total de 47 milliards de nos francs CFA. Cette mesure de gratuité a été salutaire pour les populations ivoiriennes et particulièrement pour les plus démunis. Au niveau des ressources humaines, le gouvernement a accordé une bonification indiciaire individuelle de 107 390 francs CFA pour les cadres supérieurs de la santé et de 40 271 francs CFA pour les infirmiers, les sages-femmes, les techniciens supérieurs et aides-soignants. Cette mesure prendra effet à compter du 1er janvier 2014. Beaucoup reste à faire. La ministre de la Santé en est consciente. Son département, selon elle, est à l'œuvre pour faire baisser le taux de séroprévalence actuellement à 3,7%. Il est également question de doter la totalité des ménages de moustiquaires imprégnés en riposte au paludisme. Pour réaliser toutes ces actions, il faut un financement conséquent. Pour le moment, seulement 4% du budget national est alloué à la santé au lieu de 15%, comme il a été recommandé à la réunion des chefs d'État africains en 2011. Une fondation américaine apporte son appui au service de néphrologie pédiatrique du CHU de Yopougon pour la prise en charge des enfants souffrant de maladies rénales. Cela va se traduire par des dons en matériel et par la formation du personnel. Victorine Yaoyoboué, une fois encore sollicitée. CHU de Yopougon, service de néphrologie pédiatrique. C'est ici que sont pris en charge les enfants souffrant de maladies du rein. Ils viennent de toute la Côte d'Ivoire, certains des pays voisins, car ce service est le seul dans ce domaine au niveau de la sous-région. En moyenne, 500 consultations par an. Et j'insiste sur l'importance des consultations parce que vu tôt, les maladies rénales sont curables. Et on peut éviter à une famille de se retrouver avec un enfant en insuffisance rénale terminale. En 5 ans d'existence, le service de néphrologie pédiatrique a reçu environ 2500 enfants malades du rein. Parmi eux, 37 souffrant d'insuffisance rénale chronique ont été dialysés.
Contrairement à la dialyse des adultes subventionnée par l'État, la dialyse des enfants est aux frais des parents. Les dialyses ici sont à 250 000 francs pour 5 jours de dialyse. Le coût réel de cette dialyse pour 5 jours est de 789 000, mais c'est un coût forfaitaire pour permettre au plus grand nombre d'y accéder. Et malgré ça, toutes les familles n'y avaient pas accès. L'objectif du service était de réduire le coût de la dialyse pour sauver tous les enfants malades. Bientôt, cet objectif sera atteint grâce à l'appui de la fondation américaine SKCF. Cette fondation vient de signer une convention avec le CHU de Yopougon en vue de doter le service de néphrologie pédiatrique de consommables pour les 2 prochaines années. Le don est estimé à environ 110 millions de francs CFA. En plus du matériel, les capacités du personnel soignant seront renforcées. La série de formations démarre ce mercredi avec un atelier sur les maladies rénales de l'enfant ici à Abidjan. Toujours dans le domaine de la santé, les corps habillés s'organisent avec le PSI pour la prévention du VIH dans leur rang. Un atelier se tient présentement à Abidjan avec la hiérarchie des hommes en uniforme. Christelle Ménan, Honorine Ngouri. 4,7% de prévalence nationale en VIH-Sida en 2005 contre 3,7% aujourd'hui. Ce taux est le résultat d'efforts conjugués de tous les acteurs de la lutte contre le sida. Des actions plus ciblées sont menées notamment par le PSI Côte d'Ivoire en direction de diverses couches de la population. Au nombre de celles-ci, les activités de prévention, conseils, dépistage et prise en charge des corps habillés à travers le programme Opération Haute Protection, exécuté depuis 2005. L'heure est au passage de relais au corps hiérarchique des hommes en uniforme. Si vous voulez avoir un financement, le partenaire va voir vers où vous allez, qu'est-ce que vous voulez faire dans les prochaines années. Donc il faut que chaque corps puisse avoir un plan stratégique et ça c'est notre mission, mais nous voulons que l'initiative vienne d'eux afin que nous puissions les accompagner à la limite de nos moyens et de nos possibilités. Nous pensons maintenant aller vers la régionalisation, d'où ces ateliers que nous organisons, de telle sorte que chaque région puisse devenir une entité à part entière de lutte contre le sida et nous pensons que vu de cette façon, ça pourra peut-être aider à maintenir les effectifs sur lui. Un atelier régional organisé à Abidjan et bientôt à Boaké, Korogo et Daloa a fait le point des acquis et des freins afin de pérenniser les activités liées au VIH-Sida au sein des personnes en uniforme. Ceux qui sont formés pour sensibiliser les autres sont souvent affectés et donc ça crée un handicap parce que celui qui a été formé pour sensibiliser les autres peut être muté à une autre fonction. Et maintenant que PSI et les autres partenaires sont en train de former tout le monde, ça ne sera plus un obstacle. Cette célébration de la Saint-Maurice, événement organisé par le 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo, le général de brigade Fimé Detoleto représentait le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire à cette cérémonie. Herman Niamien. Loyauté, abnégation, courage, mais aussi volonté à vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres. Des vertus qui caractérisent Saint-Maurice, un vaillant guerrier qui, avec ses hommes, refusa d'adorer les faux dieux et de massacrer les chrétiens comme l'a ordonné en 302 l'empereur Dioclétien. Un refus qui coûtera la vie à plusieurs d'entre eux. Mais ce massacre n'entachera en rien la détermination de ces hommes. Une détermination qui aboutira le 22 septembre 302 à la fin de cette tragédie. La commémoration de cet acte de bravoure de Saint-Maurice vise à renforcer davantage la cohésion entre militaires d'une part et entre populations civiles et militaires d'autre part. J'ai retrouvé en Saint-Maurice, par exemple, son esprit de patriotisme, de valeurs attachées, n'est-ce pas, aux choses saines. Ouais. Il n'a pas voulu qu'on tue impunément des personnes pour une cause de religion, par exemple. On voulait avoir des soldats républicains. J'entends par soldats républicains ceux qui respectent, n'est-ce pas, les lois de la chose. Des soldats qui vont protéger nos populations parce que nous sommes là pour elles. Des soldats qui sont, n'est-ce pas, disciplinés parce qu'avec la discipline, on peut tout faire. La célébration de la Saint-Maurice va durer 6 jours. 6 jours pendant lesquels vont se tenir plusieurs activités sportives et militaires, notamment des matchs de football, un gala de boxe et des épreuves d'athlétisme. Pour cette cérémonie d'ouverture, les militaires ont fait don de leur sang et ont participé à un dépistage volontaire des infections sexuellement transmissibles.
Des mouvements d'autodéfense déposent les armes à Brobo. Une dizaine de jeunes décident désormais d'exercer des petits métiers pour subvenir à leurs besoins. C'est une initiative de la Comnat ALPC et une ONG. Jarasuba Larsen. Au total, 54 armes composées de fusils de calibre 12, du même type à canoncier, d'un MSA, de 6 grenades, de 480 munitions explosives et de munitions de Kalachnikov ont été déposées à Brobo, commune située à une vingtaine de kilomètres de Bouaké. C'est grâce à une sensibilisation sur les dépôts volontaires d'armes initiée par l'ONG Service for Peace, partenaire de la Comnat ALPC, avec l'appui de l'ONUCI, que cette opération a pu être possible. Pour Djokoui Djibié Léon, commissaire divisionnaire de police et secrétaire général chargé des opérations sécuritaires à la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation des armes légères et de petits calibres, Comnat ALPC, cette opération vise à améliorer la sécurité des populations. Nous avons expliqué aux gens les dangers liés à la détention des armes. Aucune arme ne soigne une maladie. Aucune arme ne guérit un blessé. Les armes sont faites pour tuer. Ce ne sont pas des engins de la vie, ce sont des engins de la mort. S'inscrivant dans le processus de réconciliation en cours à travers cet acte de dépôt volontaire d'armes, les 60 ex-membres des groupes d'autodéfense de Brobo souhaitent, en contrepartie, bénéficier de projets viables pour leur réintégration socio-économique. Autorités administratives et politiques ainsi que la chefferie traditionnelle encouragent le dépôt volontaire des armes. Pour elles, c'est un comportement citoyen qui favorise la paix, donc l'arrivée des investisseurs dans le pays. Le ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a institué récemment une journée de la salubrité de l'environnement dans les écoles. À Bouaké, certains établissements ont décidé de s'inscrire dans cette dynamique. Le constat de Kwadjo Kwame. Inculquer dès le bas âge des notions de protection de l'environnement et de la propreté aux élèves. C'est ce changement de comportement que le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique veut donner aux enfants ivoiriens. Pour atteindre cet objectif, la ministre Kandia Camara a instauré en cette rentrée scolaire 2013-2014 une journée de salubrité dans les établissements primaires et secondaires du pays. À Bouaké, cette action est soutenue par la coordination générale des comités d'assainissement changement. Il n'y a pas meilleure opportunité que cela de venir ici accompagner les acteurs du ministère de l'Éducation nationale. Le projet consiste à appuyer des acteurs dans la filière. On a 3 objectifs. Créer 5 000 emplois, réglementer la filière et améliorer le cadre de vie de la population. Pour ce premier jour, au lycée Guibo Sunkalo de Bouaké, de nombreux élèves étaient au rendez-vous. La cour de l'école, les salles de classe ont été nettoyées. Ces journées de salubrité doivent se dérouler chaque trimestre et cela dans tous les établissements secondaires du pays. En attendant, les élèves accueillent avec joie cette initiative d'inscrire la propreté à la base dans leur comportement de tous les jours. Des secrétaires de direction en fonction au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique sont à l'école des nouvelles technologies de la communication et de l'information. Les assistantes de direction se forment sur les raccourcis qu'offrent les logiciels Word, Excel et PowerPoint pour mettre fin à la lenteur administrative. Léon Brou pour plus de détails. Isabelle, assistante de direction, travaille au ministère chargé de l'éducation. Comme beaucoup de ses collègues, elle rend bien souvent les travaux que lui demande son patron avec retard. On nous donne un travail à faire, une mise en forme. On peut passer 30 minutes pour quelque chose qu'on pouvait faire en 2 secondes. On perd du temps dans l'exercice de nos tâches à cause de la non-maîtrise de l'outil informatique. Non-maîtrise de l'outil de travail, ce handicap de la secrétaire favorise la lenteur administrative. Normal, elle est la cheville ouvrière de l'administration. Nous avons au moins 60 à 65% des fonctionnaires. Et puis, il y a des dates incompressibles. Donc, ce qui signifie que tout doit se faire avec beaucoup de célérité. Mais un document de 30 pages, si on peut me le rendre, n'est-ce pas, en 2, 3, 4 minutes, mais cela va en rajouter à l'efficacité de notre système. La célérité dans l'accomplissement de leurs tâches, ceci constitue les attentes du ministère chargé de l'éducation, de ses assistantes de direction. Ils renforcent donc leur capacité en Word, Excel et PowerPoint avancés, 3 logiciels couramment utilisés par la secrétaire. En 3 jours, 22 secrétaires vont alors découvrir et se familiariser avec les astuces qu'offrent ces outils informatiques pour utiliser efficacement l'ordinateur.
La Fondation Petrosi se mobilise aux côtés du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Elle a fait un don de matériel, don réceptionné par la ministre Kandia Camara. Léon Bro, une fois encore sollicité. 120 cartons pour 1920 boîtes de craie remis à la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. C'est un don de la Fondation Petrosi pour appuyer les efforts de la communauté éducative. Il s'agit également d'épargner les parents d'élèves des dépenses relatives au petit matériel, une façon d'encourager la scolarisation des enfants. Les enfants, c'est l'avenir du pays. Un enfant bien élevé, ça veut dire que la relève est assurée. Donc nous aidons l'éducation nationale à assurer l'avenir de ce pays. Ces craies pour la ministre en charge de l'éducation vont permettre de combler les attentes des enseignants et des élèves. Raison pour Kandia Camara de dire la gratitude du gouvernement aux donateurs. La Fondation Petrosi a toujours été aux côtés de l'école. Aujourd'hui, ce sont 120 cartons de craie que nous venons de recevoir. Et la Fondation Petrosi fait aussi des réhabilitations, des constructions. Donc nous apprécions le partenariat qui existe entre le ministère de l'Éducation nationale et la Fondation. Ce don de la Fondation Petrosi, précise la ministre Kandia Camara, sera distribué aux écoles d'Abidjan et celles de l'intérieur du pays. Dans le domaine de la communication, vous le savez, il y a un an se sont tenus les états généraux de la presse à Yamoussoukro. De ces assises étaient issues des recommandations devant contribuer à la professionnalisation de la presse ivoirienne. Un comité de suivi devait être mis en place pour veiller à la mise en œuvre de ces recommandations. Ce comité a été officiellement installé hier par le ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine. Il a 3 mois pour accomplir sa mission. Victorine Yaoyobwe. Après 1 an et 3 semaines d'attente, le comité de suivi des états généraux de la presse est officiellement installé. Il est composé de 9 membres, représentants de toutes les organisations professionnelles de la presse ivoirienne ainsi que la tutelle. Ce comité a pour mission de conduire le renouveau de la presse ivoirienne en mettant en œuvre les recommandations issues de ces états généraux de 2012. Il s'agit d'un vaste chantier. Il prend en compte notamment la révision de la loi 2004 portant régime juridique de la presse, l'application de la convention collective et la libéralisation de l'espace audiovisuel. Tout cela en 3 mois. Ce comité devra notamment identifier et proposer des amendements aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, dont notamment certaines ont déjà été mises en place. En outre, il devra élaborer de façon rigoureuse un chronogramme de réalisation des actions recensées et en suivre scrupuleusement la mise en œuvre concrète. Le comité s'est mis à la tâche bien avant son installation officielle. On lui doit par exemple le début d'application de la convention collective et il entend continuer sur cette lancée. Le statut de l'AIP, l'agence ivoirienne de presse, un décret a été pris et incessamment le comité de gestion de cette agence-là va être mis en place. Dans le domaine numérique, vous savez, la loi régissant l'audiovisuel, il faut absolument que le comité de suivi fasse des propositions d'amendement de la loi portant un régime de l'audiovisuel. Et c'est très attendu. C'est ça qui va faire en sorte que ça va permettre à la Côte d'Ivoire de passer rapidement au numérique. L'enjeu de toutes ces réformes demeure l'émergence d'une presse ivoirienne professionnelle. Et comme annoncé dans les titres, les premières assises des universités de la citoyenneté et de la bonne gouvernance se sont ouvertes hier à l'Institut des sciences et techniques de la communication autour du thème « Pour une gouvernance démocratique et une citoyenneté responsable ». Durant 5 jours, des experts débattront des sujets de société. Le compte rendu d'Abou Sanogo. Promouvoir des comportements nouveaux, promouvoir une mentalité nouvelle de sorte qu'aussi bien au plan individuel que collectif, la gestion des affaires publiques soit faite de manière transparente, objective et efficiente. Tels sont les objectifs des premières assises des universités de la citoyenneté et de la bonne gouvernance qui se sont ouvertes à l'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC. Les universités de la citoyenneté et de la bonne gouvernance sont destinées à tout le monde, du citoyen le plus anonyme, le plus modeste, au premier responsable de l'État. Chacun a sa pierre à apporter à l'édification d'une nation forte, d'une nation prospère. Bonne gouvernance, enjeux et défis pour une Côte d'Ivoire émergente.
thème de la conférence inaugurale dite par le docteur Faye Maurice. Si on essaie de remonter aux caractéristiques des pays émergents, on s'aperçoit que c'est des pays largement ouverts sur le commerce mondial, c'est des pays qui ont un taux de croissance très élevé, c'est des pays où l'état de droit prédomine. Flux migratoires et droit de la nationalité à l'épreuve du processus de démocratisation en Afrique est le second thème traité par le juriste Epiphane Zorobi Balou. Pour lui, les critères de nationalité doivent aller au-delà des considérations ethniques et tribales. Au-delà de la Côte d'Ivoire, nous avons interpellé donc la CEDEAO. L'application de principes de citoyenneté ouverte renforcerait la question des droits de l'homme, la protection des droits de l'homme, renforcerait la stabilité dans la sous-région et au niveau africain et accélérerait le principe de l'intégration. Né le 30 janvier 2013, les universités de la citoyenneté et de la bonne gouvernance se veulent un creuset d'échanges en vue de promouvoir les valeurs démocratiques. Et terminons par cette information. L'Assemblée générale des Nations unies s'est ouverte ce matin et le président Alassane Ouattara prend part à cette rencontre importante. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité.